Dans la haute vallée de l'Aude, Rennes-le-Château se dresse comme une forteresse. Depuis un siècle, un secret hante ses murs. Le secret de la fortune subite et inexpliquée de son curé, Béranger Saunière. De 1894 à 1907, l'abbé Saunière dépense en effet l'équivalent de 3 800 000 € en construction, dont la plus extravagante reste ce donjon crénelé, la tour Magdala, le bureau de travail de l'abbé Saunière. Mais le curé de Rennes-le-Château commence par son église, qu'il restaure à grands frais. Une église qui attire toujours de nombreux visiteurs. C'est tout à fait troublant. Cette image de démon, ça fait un petit peu peur. Voilà. L'histoire de l'abbé Saunière, Jean-Luc Robin la connaît bien. Il tient le seul café du village, installé dans le jardin même du curé. Une façon d'allier l'utile à sa passion. Allons-y. Entre deux services, Jean-Luc nous emmène voir l'église de l'abbé Saunière, là où tout a commencé. Car le destin de Saunière bascule le jour où il entreprend de rénover son église. Le tout début, vous voyez cette chaire, ça c'est lui qui l'a fait construire, mais à l'origine il y avait une chaire qui datait du XVIIe siècle. Et c'est en la détruisant que dans un des piliers, son carillonneur va trouver une petite bouteille qui contient un message. Et le lendemain, après avoir lu ce message, bon, c'est très clair, et en plus il l'écrit dans son carnet, dans son journal, le lendemain il va découvrir un tombeau. Ici, il fait soulever une dalle, et dans son journal il va marquer découverte d'un tombeau. Et dans ce tombeau, il va remonter avec une marmite pleine de pièces d'or et de bijoux. C'est ce qui aurait suffi à faire restaurer toute la chapelle et construire le domaine? Non, mais c'est le point de départ, si vous voulez. Il est tombé sur quelque chose qui a été dissimulé en plusieurs endroits. Et ça, c'est la première cache. Pour les chercheurs du trésor, l'abbé Saunière aurait alors truffé son église d'indices en la rénovant. A-t-il voulu représenter des personnages, des lieux connus dans la région? L'église est-elle un jeu de piste qui mènerait au trésor? Car s'il n'avait pas trouvé un trésor, pourquoi aurait-il installé en plein cœur Saint-Antoine de Padoue, le saint invoqué dès qu'il s'agit de retrouver quelque chose? Venez voir. Tout devient sujet à interprétation, à commencer par le bénitier qui accueille les paroissiens. Voilà. Diable effrayant, grimaçant. Une représentation particulièrement dissuasive à l'entrée d'une église. Donc une fois les premiers gros frais entamés pour l'église, il continue les travaux. Il continue les travaux. L'église, c'est la priorité. Il commence par l'église, mais ensuite, il va réhabiliter le presbytère. Venez, on va y aller, vous allez voir. Et devant le presbytère, qui est ici, qui appartenait à la municipalité, quelques années plus tard, il va construire sa maison, ici, la Villa Béthanie. On va traverser le parc et on va aller jusqu'au belvédère et à la tour Magdala, qui est vraiment le summum des travaux de Saunière. Vous avez vu ce paysage, c'est extraordinaire. On arrive de ce jardin ombragé et on tombe sur ce paysage magnifique. Un belvédère bâti comme une tour de guet. Alors voilà la fameuse tour Magdala, style néo-gothique, un peu grandiloquent dans l'esprit de Saunière, hein, toujours, puis dans l'esprit de l'époque aussi, il faut le savoir. Donc c'est ici qu'on a la plus grande vue, la vue la plus générale de tout le domaine de l'abbé. Ah oui, là c'est un point stratégique. On voit tout le village, on voit le domaine, regardez. D'ici, vous voyez la Villa Béthanie. Il a fait de cet emplacement, parce qu'en plus il était quand même responsable, chargé de l'église, du presbytère et du cimetière. Donc si vous rajoutez ça à son domaine, c'est à peu près la moitié de la superficie du village qui était un no man's land, une propriété privée dans laquelle il était le seul maître, après Dieu. Quel était le trésor de l'abbé Saunière? Les hypothèses ne manquent pas. Certains évoquent même l'Arche d'Alliance. D'autres parlent du trésor que les Visigoths auraient caché quelque part ici, après leur sac de Rome. Il y a ceux qui cherchent le trésor des Templiers et d'autres le trésor des Cathares, qui ont aussi vécu ici. L'histoire même de la région rend chaque hypothèse plausible.
C'est une région qui a été ravagée par l'histoire, c'est une région qui a souffert, c'est une région de conflit, c'est une région de guerre, c'est une région frontalière. Ici, on est sur la frontière. Le paysage que vous voyez en dessous, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, c'était l'Espagne, jusqu'au mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne. Donc c'est une région extrêmement qui a vécu des heures avec l'épopée cathare, qui a vécu des heures douloureuses et où inévitablement des vies se sont arrêtées brusquement et des choses ont été dissimulées et cachées. Et qu'il y ait dans le secteur, quelque part dans ce paysage, un trésor d'enfoui, j'en suis absolument convaincu. C'est tout à fait possible. Après les Romains ou les Visigoths, l'Aude connaît aujourd'hui un nouvel envahisseur, le chercheur de trésors. Nous sommes à moins de 10 km de Rennes-le-Château. Tous cherchent le trésor de la Bessonnière. Il y a là les anciens comme Jean qui cherchent depuis 46 ans et la relève comme Laurent. Un club très fermé où il faut faire ses preuves et où on reste discret sur ses propres trouvailles. Je ne sais pas si tu fouilles depuis 30 ou plus d'années, je ne vois pas pourquoi tu aurais filé 30 ans de recherche à quelqu'un qui vient d'arriver. Il n'y a pas vraiment d'infos vraies qui circulent. Il y a de la sympathie, il y a de l'amitié, il y a de l'estime réciproque, parce qu'on est quand même tous passionnés par une histoire qui est devenue collective, c'est clair. Et qui nous rassemble. Et qui nous rassemble, la preuve, c'est qu'on est là en amitié tous ensemble. Mais il n'y a pas réellement de partage d'informations. À 50 km de là, Carcassonne, siège des archives départementales. Une mine d'informations pour Laurent qui hante les bibliothèques. Il passe la moitié de sa recherche à consulter des tonnes de documents. Registres, cartes anciennes, rapports du temps de la Bessonnière, rien ne le rebute. Une enquête méthodique, digne des meilleurs limiers. Moi j'ai pris chercheur de trésors option rat de bibliothèque et puis je pense que pour faire une bonne recherche il faut d'abord être bien documenté. Vous arrivez à lire ce genre de documents? Oui, c'est relativement bien écrit pour l'époque. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Donc là je suis en fin de compte dans des documents qui sont antérieurs à la Bessonnière, essentiellement pour essayer d'avoir une idée de quel pouvait être l'état du village, en particulier l'état de l'église avant les travaux entrepris par l'abbé. Des vieux papiers à l'ordinateur portable ou la chasse au trésor version high-tech. J'essaye de constituer le véritable train de vie de la Bessonnière, les travaux qu'il y a pu y avoir dans l'église et toute l'histoire du village. Mais tout ça, ça a déjà été fait, non? Pas par moi, c'est ma propre recherche. Et puis je pense que c'est normal dans la vie d'un chercheur, on commence toujours par lire des livres. Et puis les livres sont parfois mal documentés ou se contredisent les uns les autres et puis on finit par se faire ses propres recherches. Et après on vérifie sur le terrain? Toujours. Oui, c'est l'intérêt. Le terrain, Laurent va l'explorer avec Jacques. Ils se sont donné rendez-vous dans la montagne, histoire de vérifier certaines hypothèses. L'avantage d'une histoire aussi récente, c'est que les hypothèses, justement, sont vérifiables. Enfin, c'est une histoire passionnante parce que c'est une vraie histoire. C'est pas un galion enfoui dans les mers au large de on ne sait pas quelle île. C'est une histoire qui est récente parce que Béranger-Saunière, il est décédé il y a moins d'un siècle. Allez, hop, attention à la marche. On sait que la Bessonnière a parcouru ces montagnes quand il était curé à Rennes-le-Château. Aussi, le meilleur moyen de retrouver son trésor, c'est lui emboîter le pas. Sac à dos, casque de spéléo, une expédition plus qu'une promenade. Le but, retrouver une ancienne mine depuis longtemps abandonnée. Il y en a eu beaucoup dans la montagne de Blanchefort. Des mines de cuivre, de fer ou d'or. Autant de cachettes possibles. Béranger-Saunière, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a été ici quelques décennies, mais qui en fait retrouve quelque chose qui est perdu depuis très longtemps. Et dès qu'on s'intéresse à l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a une tradition trésoraire qui est extrêmement ancienne. En prenant un peu d'avance, nous retrouvons plus haut Laurent, près du but. Les derniers mètres sont difficiles. La nature a repris ses droits, rendant l'ancienne mine quasi inaccessible. Aucun sentier ne mène plus jusqu'ici. C'est ce que vous cherchiez là? C'est la mine d'or. La mine d'or du Roc-Nègre, qui est intéressante puisque c'est une des rares mines d'or de France et qu'elle se situe à 3 km de Rennes-le-Château. C'était facile à trouver? Non. Salut Jacques. Hello.
Ça va, il y a longtemps que t'es là, non? Non, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Il ne reste plus qu'à descendre en rappel jusqu'aux galeries supposées. Après plus d'1 heure de marche, Laurent et Jacques s'équipent pour l'escalade. Voilà. Il va me dire, ouais, tout va bien, c'est facile. L'ancienne mine n'est pas très profonde, du moins en apparence, et pour un randonneur entraîné. Wow. Ok, à toi Jacques. Ah oui, effectivement. Ah la vache. Là, je suis carrément dans le vide. Hein. Ouais. Normal. Ouais. Je laisse aller. Vas-y, c'est bon. Hop. Vas-y, doucement. Oh, attends, j'ai le bras coincé. C'est bon? Ça va. Ok. Hop. Tranquille. Arrivé au fond, l'exploration peut commencer. Tiens. Ah oui. Ça, c'est intéressant, ça. Il n'y a pas de traces de trésor ici? Bah, on voudrait bien savoir s'il y a des traces d'or. Il y a des quartz qui sont souvent... Enfin, on peut trouver des quartz aurifères. Beaucoup de cuivre. Ouais. Du cobalt. Ouais, là, effectivement. Non, c'est une mine de métallurgie. Et là, on prélève des échantillons pour bien vérifier que c'était une mine d'or. La galerie se rétrécit Effectivement. avant une salle plus grande. C'est quand même plus confortable. Ah, faut les mettre ça à l'amande, là. Ah oui. Un petit touche pas, parce que c'est vénéneux. Tiens, tu vois ce que je vois? Ah non, c'est pas vrai, ça continue. C'est un indice? Non, c'est une plaisanterie. Ça, c'est un type qui a un gabarit, qui fait ça. L'imposteur est bien connu de tous les chercheurs de trésors. Sa fausse croix antique s'est multipliée dans la région. Le faussaire a devancé une fois de plus les chercheurs de trésors. Inutile d'espérer trouver une information encore intacte. Déçus, Jacques et Laurent mettent donc fin à leur expédition. Certains cherchent sous terre. Evelyne et René, eux, ont choisi la voie des airs. Leur premier souci en arrivant ici a été de trouver une piste d'envol pour leur appareil. René n'est jamais à bout de ressources quand il s'agit de Rennes-le-Château. Il a passé son brevet de pilote ULM il y a plus de 5 ans, non sans quelques arrière-pensées. J'ai toujours eu envie de voler et j'ai réalisé mon rêve, faire comme Icare, m'approcher des cieux. Et puis ma foi, comme je m'intéresse à l'affaire de Rennes-le-Château, on allie le plaisir, le désir de voler depuis que je l'ai, et puis venir à Rennes-le-Château et puis voler sur la région. Aux commandes de son appareil, René redécouvre la région du ciel après en avoir parcouru tous les chemins. Cap sur le domaine de la Bessonnière. Ah, Rennes-le-Château, c'est beau, regarde. Quelquefois, avec l'humidité du sol, on arrive à voir des ruines ou des restes de traces d'habitation. Un survol à basse altitude qui lui permet d'avoir une vue très précise de la topographie de Rennes-le-Château, d'en mémoriser les moindres ruines, pas toujours visibles au sol. Bref, de survoler l'énigme. Une énigme qui fait couler beaucoup d'encre. On compte bien plus de livres sur la Bessonnière que d'habitants au village. La librairie de Rennes-le-Château vit du mystère et en vit bien. Sonia a ouvert sa librairie en 1986. 16 ans plus tard, elle reste la seule boutique du village et le marché est toujours porteur. Sur Rennes-le-Château, donc il y a environ dans la boutique une centaine de titres. Donc absolument tous les livres parus et disponibles sont là. Oui. Et il y en a eu 100 ou plus d'écrits sur Rennes-le-Château? Oh, beaucoup plus. Moi, je n'ai pas tous les titres écrits en langue étrangère et il y a bien les 20 premiers titres qui n'existent plus, qui ne sont plus édités.